Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Paul, Clara, Guillaume, Bernard et Irène. Bonne écoute! Notre invitée est réalisatrice. Elle traverse le cinéma français depuis les années 1990 avec autant d'aisance que de modestie. Pour mieux la présenter, elle et son travail, nous allons vous répéter les mots que le réalisateur et artiste Chris Marker, souvent cité dans cette émission, a employés à son égard après la projection d'un de ses premiers films. Certains cinéastes ont la grâce, on leur pardonne un certain laisser-aller. D'autres ont la méthode, on leur pardonne une certaine lourdeur. Ici, rien à pardonner, tout à t'admirer. C'est donc avec beaucoup de bonheur que nous accueillons aujourd'hui Dominique Cabrera à notre micro. Cela fait plusieurs mois que nous échangeons par écran interposé et nous la remercions d'avoir tenu tout ce temps en nous livrant finalement la liste des films qui font battre son cœur. En nous envoyant ses réponses, elle nous a écrit quelques mots d'introduction que nous vous lisons ici car ils transmettent parfaitement, selon nous, une certaine idée de la cinéphilie. Il est difficile de répondre à vos questions parce que j'aime et j'ai aimé beaucoup de films et de cinéastes. Cela a changé, revient et change et revient à travers le temps. En ce moment, je suis habité par mes projets et j'ai bien du mal à être disponible pour un film et même pour me souvenir avec vous. Je suis désolé. Kiarostami, je vois que je l'ai oublié, ou Wang Bing, ou Chris Marker, ou Alain Cavalier, ou tant d'autres. Ou Les ailes du désir, le début que j'adore, etc. Alors justement, cette idée de profusion, de va-et-vient entre les films, entre votre travail de réalisatrice et celui de spectatrice, est-ce que c'est comme ça que vous vivez votre cinéphilie depuis toujours ? En fait, je crois que c'est pas la cinéphilie, il me semble, qui est au départ de mon désir de cinéaste et même qui me nourrit profondément. C'est comme si la cinéphilie était secondaire. Bien sûr, secondaire est très très importante. Regarder, réfléchir, lire les autres cinéastes, les cinéastes depuis toujours, en essayant de trouver des manières de formuler les questions que je me pose, c'est vraiment fondamental pour moi. Mais je crois que quand je fais un film, je suis plutôt raccordée à quand je fais un film ou quand je rêve d'un film d'ailleurs, je suis plutôt raccordée à une sorte de point de départ qui était en deçà de la cinéphilie ou au-delà, c'est-à-dire l'acte vraiment presque sans culture d'enregistrer une image et de la projeter. Parce que en fait, le cinéma a commencé pour moi par les petits films en Super 8 que mon père faisait en fait. Il filmait la famille, il filmait les enfants, enfin nous, mon frère et moi, et il les projetait sur le mur blanc de la maison. Et il faisait aussi des ombres chinoises avec ses mains d'ailleurs à cette occasion. Et je crois que vraiment l'émerveillement, le fait d'être captivé au-delà de tout par le cinéma vient de là. Et je le vois bien dans ce que j'essaye de faire. En fait, c'est vraiment le moment où je suis le plus heureuse, en fait, c'est quand je suis arrivée à capter, que ce soit dans ce qu'on appelle fiction ou dans ce qu'on appelle documentaire, quelque chose comme le battement de la vie, en fait. C'est-à-dire vraiment ça, qu'on l'ait reconstitué ou que je le capte parce que je filme un coin de rue. Quand ça s'organise comme sans moi et que je suis parvenue à le capter, puis ensuite à le projeter, à le regarder, à le re-regarder, c'est là que je suis contente. En fait, dans une espèce de comment dire ça, d'ontologie du cinéma. Alors,
il y a eu en même temps ou après, évidemment, j'en sais rien, le fait que mon père louait avec les caméras et les projecteurs des bobines Super 8 de films qui existaient. Donc il y avait Charlie Chaplin et ça je m'en souviens très bien en fait. C'est-à-dire mais là aussi ce sont des mots écrits, je savais pas vraiment lire. Donc c'était je veux dire il y avait des cartons en fait et c'était sans le son en fait, c'était muet. Et là aussi c'est des pantomimes, des formes en fait, enfin je sais pas comment dire, on n'est pas tout à fait dans le récit. Et je crois que le récit, bien sûr que ça me passionne comme spectatrice, comme lectrice aussi. J'ai lu énormément de romans, je me suis perdue dans les romans et dans les films, dans le fil du récit, mais j'ai l'impression que le fond de l'affaire, pour moi, il n'est pas tout à fait dans le récit, il est vraiment dans ce moment-là je sais pas comment l'appeler, quoi, de désir de garder la vie d'un instant. Voilà. Et bien alors ça tombe bien parce que on va commencer par votre portrait chinois. Oui. Dans lequel justement on a isolé des motifs, des choses, des idées. Et la première question qu'on vous a posée, c'est celui du visage ou d'un regard au cinéma. Et alors vous nous avez répondu par les visages de 2 actrices. Donc déjà celui de Harriet Anderson dans Monica de Bergman. Ah oui, oui. Puis celui de Anna Magnani, à la fois dans Mamma Roma de Pasolini. Oui, c'est vrai. Et dans Rome ville ouverte. Oui, c'est vrai. De Rossellini. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, là, évidemment, on aimerait voir les films, en fait, plutôt que de m'entendre. mais oui, c'est vrai. Je me souviens pas des réponses que je vous ai faites, donc c'est très bien, c'est la surprise. Monica de Bergman. Harriet Anderson, c'est plusieurs choses en fait. Hein. C'est le regard de la fin. Voilà, la fin du film, c'est la naissance du cinéma contemporain, moderne. À la fin du film, elle fixe la caméra. Elle nous regarde, elle me regarde. Et on est à la fois dans ce qu'on pourrait appeler la fiction. C'est l'héroïne, le rôle en fait qui nous regarde, mais c'est aussi l'actrice. Et c'est vrai que ce moment-là, pour moi, il a été, comme pour beaucoup, hein, bien sûr, mais il a été une sorte de révélation et je sais pas, c'est comme si quelque chose s'était décollé et m'avait encore plus recollé au cinéma, parce que je crois que là, à ce moment, en fait, il fait vraiment écho à ce que j'essayais de vous raconter tout à l'heure, de mon émotion première, enfin l'émotion qui m'accompagne toujours hein, quand je tourne en fait, quand je tourne un plan ou quand je vois, c'est quand je vois un film, c'est quand je sens cette sorte de ce qui m'émeut vraiment, c'est profondément en fait, c'est quand je sens une sorte d'écart en fait entre l'interprète et le rôle, à la fois un écart et un lien. Et que ça, ce moment-là, il est extraordinaire. Par exemple, bon, évidemment, Harriet Anderson, mais aussi, je pense, à un moment que j'adore dans La règle du jeu. Au début, il y a beaucoup de moments comme ça dans La règle du jeu. Mais au début, Renoir, après l'accident de voiture, Renoir parle à Roland Toutain des chagrins d'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il dit ça passe. Et j'ai lu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait oh là là vraiment Renoir quand il joue qu'est-ce qu'il joue mal etc. Et alors moi quand il joue dans ses propres films alors qu'Hitchcock non moi je ressens absolument le contraire. Je ressens le contraire, c'est-à-dire que ce moment pour moi il est merveilleux, délicieux. Et d'ailleurs, Roland Toutain aussi, il est un peu emprunté, etc., dans tout ce début. Et c'est ça qui fait la beauté du film, pour moi. C'est-à-dire que on ressent dans cette maladresse, enfin moi, en tout cas, je ressens dans cette, entre guillemets, maladresse, quelque chose qui fait que le film, pour moi, est bien plus vrai, plus précieux que s'il était, entre guillemets, bien joué. Je sais pas, ça me procure un plaisir immense qui vient de ce que j'ai essayé de vous expliquer là, mais peut-être aussi du concert des voix, en fait, du concert des voix dans le film. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément
super important dans les films, le concert des voix, enfin les tonalités des voix entre elles, par exemple dans Mouchette de Bresson, enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais là, dans ce film-là, je pense qu'il y a un concert des voix qui est très, très, très extraordinaire. Entre la voix de basse léger de Renoir, enfin, vous voyez, toutes ces voix, en fait, dans le film. On dirait presque des voix de théâtre très, très différentes. Oui, mais en tant que musicalité des voix, avec les voix des femmes un peu comme des flûtes, etc. Musicalité des voix, c'est une espèce de beaucoup plus merveille, qu'aujourd'hui. Oui, en plus, c'est vrai. Mais sauf que là, on a des voix aiguës, des accents différents, ce qui est plus rare en fait dans le cinéma français de l'époque, mais de toute façon, c'est assez rare dans le cinéma. Et puis des hauteurs, des tessitures différentes. Le cuisinier qui parle de la salade de pommes de terre. Enfin bon. Voilà, je sais pas. De manière très vraie aussi. Oui, très vraie. Puis avec cette manière de parler, ce rythme de la voix, c'est un enchantement. Enfin, je vais pas me lancer dans une analyse de la règle du jeu, mais une des choses très particulières pour moi, justement par rapport à cette idée d'enchantement dans le film, c'est que le concert des voix crée un enchantement musical qui est comme le contraire, l'inverse de ce que raconte le film. C'est-à-dire une catastrophe. On est dans une catastrophe épouvantable, enfin, la catastrophe sociale, de classe, qui aboutit à la mort de quelqu'un. Mais le concert des voix, il est mozartien pour moi. Il est vraiment dans une espèce de joie. Je ne sais qu'est-ce qu'elle était pour Renoir. Peut-être la joie d'assembler ses voix. C'est vrai que ça sonne comme une mélodie très claire. Exactement. Oui, exactement. Très distincte. Oui, exactement. Ben, c'était aussi Marivaux qui inspire le film. André, ouais. Ce que t'as, c'est très dur, c'est très pénible. Mais ça passe. Croisons ma vieille expérience. Faut du temps, mais ça passe. Un beau matin, tu te réveilles, tu t'aperçois que la fille de ta concierge a des yeux magnifiques. Ça y est, t'es guéri. Tu te réveilles. Mais pour ça, faudrait que je dorme, parce que je dors pas, moi. Je m'en aperçois, mon vieux, je le sais. Est-ce que tu peux être barbant la nuit? La règle du jeu de Jean Renoir. On vous a demandé ensuite si vous étiez un immeuble ou une maison au cinéma, un petit peu en hommage à Chronique d'une banlieue ordinaire, oui. qui est un film que vous avez réalisé. Et vous nous avez parlé de plusieurs maisons et de plusieurs immeubles. Oui, j'ai bien fait. Très différent. C'est quoi déjà? Et pour en citer une première, puisqu'il y en a vraiment, on va dire, 3 grosses différentes. D'accord. La première, c'est l'immeuble de Muriel ou Le Temps d'un retour, d'Alain Resnais, qui est un peu un immeuble labyrinthique, un peu comme la ville elle-même. Et vous nous avez dit aussi, parce que votre réponse exacte, c'est la maison qui ne cesse de se transformer dans Muriel d'Alain Resnais, les immeubles, toutes les maisons, les intérieurs, l'espace du film. Oui, c'est très vrai. C'est vrai. C'est un film que j'ai énormément aimé, justement, comme La règle du jeu. C'est un des films... En fait, il y a beaucoup de films que j'aimais. Il y a quelques films, au fond, que je connais par cœur, sur le plan sonore aussi. Oui, vous dites souvent que vous les incorporez. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je vais pas... vous m'avez demandé si j'avais des références cinéphiliques quand j'essaye de faire un film. Il faut vraiment que je travaille là-dessus, que je cherche, quoi. Mais sinon, il y a des chansons et des bouts de films qui viennent dans ma tête, en fait. C'est vraiment plutôt comme ça. Et en effet, La règle du jeu, Muriel ou d'autres qui se mettent à chanter. Et donc, l'appartement, vous m'avez demandé la question, c'était sur les appartements. Et c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit parce que j'adore ce film, mais aussi parce qu'il y a cette chose extraordinaire dans le film, cette idée géniale que Delphine Seyrig soit antiquaire à domicile. Et qui est évidemment métaphorique de la mémoire, qui cherche à se reconstituer pendant tout le film, mais qui est métaphorique très concrètement. C'est-à-dire que elle vend les objets qui sont dans sa maison, elle en met d'autres, et ça circule, et quelqu'un vient en acheter, et il y a une inconnue qui vient visiter la maison. À la fin, est-ce qu'elle cherche son mari, ou est-ce qu'elle vient chercher des meubles? Enfin, c'est vraiment là encore quelque chose de tellement magnifique quand au cinéma on arrive à avoir une idée concrète, en fait, qui soit aussi une idée poétique. Ça raconte sa précarité
de bourgeoise un peu en chute. Elle vit à la fois en étant entretenue et puis en vendant des meubles chez elle, mais aussi sa difficulté à se souvenir, mais aussi comment dire, le nœud du film, qui est la liquidation, la métabolisation du passé, en particulier du passé colonial français, l'empire qui se déglingue en fait à travers tous ces meubles contemporains, pas contemporains, tous ces meubles anciens, pardon. Voilà, donc cet appartement qui ne cesse de se recomposer, de se décomposer, j'adore. Et évidemment aussi la manière extraordinaire dont Alain Resnais filme la ville. Parce que je pensais à ces travelling magnifiques dans la nuit, sur les rues, les immeubles, et puis cette ville qui est qui a été reconstruite et complètement bombardée pendant la guerre et qui là est reconstruite. Et ça fait d'ailleurs c'est un des objets du film. À un moment, il dit « Et la falaise, elle croule, elle croule. Elle ne cesse de s'écrouler. » Et on le voit d'ailleurs. Et c'est ce que raconte le film. C'est un film extraordinairement, à la fois, on pourrait dire engagé, parce que à l'époque et pour de longues années, c'est un des rares films à avoir parlé de la guerre d'Algérie. Et puis très concrètement de ce qui se passe. Enfin, c'est extrêmement comment dire, détaillé sur les exactions, les crimes. On l'entend, quoi. Enfin, on est vraiment avec ce crime, avec la torture, avec le viol. Enfin, c'est pas du tout comment dire ça, édulcoré. Voilà, c'est exactement le mot. On l'a vraiment, on l'entend. Et on le voit, enfin on en voit des images, et puis on l'entend d'une façon extrêmement forte et précise par une voix, justement. Et ce qui fait, je trouve, qu'on n'a jamais de repère dans cet espace-là. On est toujours un petit peu... tout est branlant, on ne sait jamais où on est. Vous nous avez aussi parlé des maisons dans les films de Piala, dans Nos Amours, dans La Gueule ouverte, dans La Maison des Bois. Et c'est des maisons qui sont totalement différentes dans Piala, où justement c'est un refuge, même si parfois il est extrêmement douloureux. Oui, c'est vrai. Je pensais à La Gueule ouverte, en fait, quand je vous ai répondu ça. D'abord, j'ai pensé à La Gueule ouverte et puis au Garchu aussi, c'est-à-dire à la revisitation des années après de l'idée de la maison des parents, en fait, quelque chose comme ça. De famille. De famille, oui. Enfin, de famille, mais de famille prolétaire. Ce qui est assez rare au cinéma, enfin même très rare, puisque la maison de famille au cinéma, bon... C'est plutôt bourgeois. Oui, c'est très bourgeois, oui, c'est ça. Et Piala est un des premiers, un des rares, en fait, à montrer entre guillemets, la maison de son père, enfin la maison de famille, plutôt, entre guillemets, d'une façon très crue, très cruelle, et en même temps, il me semble que je sens combien elle est tatouée, quoi, pour lui, en fait, que c'est... c'est ses repères. Voilà, c'est son repère. D'ailleurs, c'est le mot. Repère. Oui, repère, oui. Et on a fini, vous avez fini par Les immeubles en ruine de Allemagne, année 0, de Rossellini. Donc là, on est dans un tout autre espace et un tout autre rapport aux immeubles et aux maisons. Oui, et en fait, on revient à ce que j'essayais de dire sur personnage, en fait, au début de notre entretien. C'est-à-dire, évidemment, ce qui est génial dans Allemagne, année 0, c'est évidemment l'effet que fait le film, à moi comme spectatrice, mais c'est l'idée extraordinaire de Rossellini de filmer dans Berlin en ruine. C'est-à-dire d'inscrire cette histoire dans, on pourrait dire, une dimension documentaire. Et ça, il me semble que c'est ce qui informe, inspire tout le film, et ce qui, moi, ne cesse de me... Comment dire, d'apparaître devant moi. Oui, alors j'ai évité le mot hanté, justement, mais d'apparaître devant moi comme un exemple, parce qu'on l'a dans tous les films de Rossellini, qui est pour moi, évidemment, le grand inspirateur, le grand... En fait, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement harponné par ces images ? En fait, c'est ça qui est troublant. C'est pas
le fait que il a mis du documentaire, c'est pas ça. C'est que le moment documentaire choisi, c'est pas n'importe lequel en fait. Il est là parce que ça touche le cœur du sujet du film. Là, il me semble que les ruines de la ville et les silhouettes qui la traversent nous donnent accès à quelque chose comme la honte et le désespoir d'une face de l'Allemagne, bien plus forte que ce qu'on peut peut-être traduire en fiction. Enfin, c'est très difficile, je trouve, de traduire quelque chose comme ça dans la fiction. En tout cas, pour moi, bien sûr, je sais bien qu'il y a des cinéastes se sont attaqués à la représentation des camps d'extermination nazis. Moi, je trouve que la réponse de Rossellini, là, elle est très, très juste. C'est-à-dire comme un après-coup, mais on en filme les restes, et de ces restes émane quelque chose qui nous informe de l'horreur qu'on ne peut peut-être pas représenter d'une façon qui serait juste. Y a pas que les automobiles qui font du son, que c'est agaçant. Y a aussi le temps qui file, ce qu'il est pressé, c'est insensé. Doucement, doucement, monsieur, le temps vite ralentit ses eaux tournants. Hier, je n'étais qu'un enfant, et déjà j'ai les cheveux blancs. C'est vrai, j'en ai déjà. Habituellement, n'est-ce pas, c'est à 25-30 ans qu'on commence à dire en parlant de l'âge qu'on a déjà. Puis à 35 ans, 40 ans, on le dit un peu plus souvent, un petit peu moins à 50 ans. Déjà. Puis quand on est bien vieux, ma foi, on ne le dit plus, mais bien des fois, on regarde les photos d'autrefois qu'on a, et l'on se revoit tout gosse au bras d'une jeune maman qui, pleine d'émoi, disait sans doute, il a 6 mois. Déjà. Muriel ou le temps d'un retour, d'Alain Resnais. Et on vous a demandé ensuite si vous étiez un geste du quotidien au cinéma. Qu'est-ce que j'ai répondu? Lequel seriez-vous? Vous nous en avez encore mis plusieurs réponses. Oui. On va encore parler de Renoir, on va encore parler de La règle du jeu, D'accord. de Tony, de Partie de campagne. Ah oui, et, partie de campagne. Et de ces gestes quotidiens qui appartiennent qui appartiennent à un passé presque fantasmé. Et c'est aussi presque documentaire, je trouve, comme geste quand on les voit dans les films de Renoir, que ce soit les gens populaires dans Tony ou dans Partie de campagne, ou alors des gens un peu plus aisés ou du milieu bourgeois, voire noble, de La règle du jeu. De La règle du jeu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas si c'est documentaire ou si c'est son extrême attention à la vie concrète, en fait. Et ce qui fait que ça nous arrive presque comme des archives, en fait, aujourd'hui. Oui, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est vrai. Oui, alors vous le voyez comme des archives, je comprends très bien. Moi, il me semble que je le vois à la fois comme des archives et en fait, l'amour que j'ai pour ces films, je pense que ça vient aussi d'une espèce de sensation d'accès direct. C'est-à-dire que moi, là, je parle de ma sensation. C'est difficile d'ailleurs d'être attentif à ce qu'on ressent vraiment quand on voit un film. Et puisqu'on en parle, et c'est rare que j'ai l'occasion d'en parler comme ça, je crois que j'ai une sensation d'accès direct. Par exemple, dans Partie de campagne, quand je sais plus comment son métier. Il est quincaillier. Quincaillier, voilà, c'est ça. Dit, ce sont des yoles, Anatole. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, complètement. Et là, moi, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'accès, je ne sais pas comment le dire. Il est là, quoi, pour moi. Il est là, absolument là. Alors que il y a un côté extrêmement fictionnel. Là, on n'est pas dans le documentaire. C'est pas Allemagne année zéro, là, pas du tout. Il joue dans son costume, ils arrivent en calèche, enfin, etc. Et puis il y a sa femme avec toutes ses dentelles, etc. Mais j'ai la sensation, peut-être, je sais pas, par la manière dont ça a été tourné, je ne sais pas en fait. J'ai la sensation d'un accès direct. Et évidemment, encore plus. Peut-être, si c'est possible, mais tout le film, d'ailleurs, pour moi, j'ai une sensation d'accès direct à la fin.
quand Sylvia Bataille est sur l'île, là, et ces plans extraordinaires de son regard, en fait. Là aussi, on pense au regard de Harriet Anderson dans Monica. Cette sensation, en fait, que dans le regard, tout est dit et qu'on est à la fois dans le rôle, le personnage et une personne qui est là pour vous, quoi. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça, vous aussi. L'accès direct. Oui, parce qu'en fait, le film est juste, il est vrai, il est prenant. Et donc, quand je disais archives, c'était plus que ces intonations de voix, enfin, je pense à Tony, par exemple, ou ces gestes du quotidien. Je pense qu'on pourrait presque s'en servir comme archive d'un certain temps, d'un certain espace, tellement ils sont vrais, justement. Oui, mais c'est vrai ce que vous dites sur la manière de bouger, de jouer. Après, on ne sait pas comment elle était autrefois. Tout à fait. On suppose que c'était ça, parce qu'on sait aussi, d'abord, il ne ressemble pas aux autres films de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre. On voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qu'on suppose, qu'on imagine être, entre guillemets, plus vrai. Enfin, on a l'impression, en tout cas, par exemple, quand je vois Partie de campagne, j'ai l'impression que le mouvement de la vie, je dirais, j'ai l'impression de le voir, en fait, comme l'eau qui coule. Est-ce que c'était le mouvement de la vie de l'époque ou est-ce que c'est un mouvement de la vie? Bien sûr que c'est un mouvement de la vie représenté, mais ce mouvement de la vie représenté, il sonne très, très juste et autrement que dans la plupart des films, même qui peuvent m'intéresser de l'époque. Là, il y a quelque chose qui est plus... vivant, en fait. C'est comme une sculpture qui aurait l'air de jaillir, enfin, quelque chose comme ça. Quelque chose du rythme du film. Peut-être. Le rythme du film, les personnages, leur corps, la façon dont les corps sont les uns par rapport aux autres. Par exemple, je pense à comment est-ce qu'elle s'appelle, l'actrice qui joue la femme du quincaillier, quand elle est en train de danser avec l'autre, là, qui est un surréaliste comme ça, avec ses... voilà, et c'est très fictionnel, mais moi, je ressens quand je le vois, peut-être le plaisir des acteurs à le faire. Je ne sais pas, mais ça m'atteint d'une façon plus forte et plus vraie que bien d'autres films. Après avoir rappelé ce qu'elle doit au film de Jean Renoir, Dominique nous raconte l'enfance de sa cinéphilie, de la télévision à la salle de cinéma, de Charlie Chaplin au film de John Ford. Le cinéma devient un autre temps, une autre réalité, où notre invité s'immerge totalement. C'est-à-dire que j'habitais en province, pas à Paris, donc pas de cinémathèque, et j'ai vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé pour moi avec le cinéma? C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire ces films Super 8, la magie de l'image qui apparaît, et des personnes, en fait, dans cette image. Après Charlie Chaplin, après les films qui devaient être montrés au cinéma dont mon père assurait la garde, en fait, en Algérie, puisqu'ils avaient peur des bombes, et donc il y avait toujours quelqu'un qui était là, en fait. Donc moi, bébé, je devais y aller, et quelquefois, j'ai eu comme le souvenir, un étrange souvenir d'un écran immense qui m'écrasait. Je pense que c'est ça, en fait, c'est cet écran. On garait ma possette derrière l'écran, je me suis renseignée. Et après, c'est vrai, c'est la télévision. La télévision, je me souviens de la séquence du Spectateur. Vous vous souvenez pas de ça parce que vous êtes bien plus jeune que moi. Mais donc un ciné-club à la télé. En fait, il y avait la séquence du Spectateur, c'était Pierre Tchernia qui montrait des extraits de films et il fallait deviner d'où venaient ces films. Moi, j'adorais ça. Donc des extraits de films. Et puis le ciné-club avec cette musique que j'adore. Vous nous en avez parlé. Voilà, cette musique qui pour moi éveille immédiatement un profond sentiment de sécurité et de bonheur. Je vais voir un film. Et les films qui étaient montrés, en tout cas que je regardais, c'était en effet tout cinéma classique. Et c'est là que j'ai commencé à... Enfin, non, à vrai dire, il y a eu d'autres choses avant. Mais disons, quand je regardais le ciné-club à la télévision, c'était vraiment l'adolescence. Et là, j'ai vraiment... Mankiewicz aussi, par exemple. Guêpier pour 3 abeilles, là, je me souviens. Ou, La Comtesse aux pieds nus, enfin il y a 1000 films, je me souviens de Spencer Tracy, tellement Catherine Hepburn, bon, enfin on n'en finit pas. Mais oui, ce dont je me souviens en fait, c'est que je regardais le ciné-club à la télévision toute seule.
C'est-à-dire que mon frère, mes frères et sœurs et mes parents étaient couchés. Et ça, j'en ai le souvenir très fort. Et je regardais. En fait, on était logés dans un HLM et le salon dans lequel était la télévision n'était pas séparé de la chambre de mes parents par un mur, mais par une sorte de rideau. Et donc, je devais mettre le son assez bas et j'étais là à la fois complètement dans le film et en même temps un peu clandestin. Enfin, vous voyez, c'est pas j'avais le droit d'être là, mais j'avais peur de les réveiller. Eux, ils devaient être un peu dérangés que je sois là. Enfin, en tout cas, je le pensais. Et puis, il y avait une intimité avec le film, peut-être que vous... Totale. Totale intimité. Toute la maison était noire, sombre. Et moi, j'étais là à absorber le film, quoi. C'était vraiment magnifique, magnifique. Et vous avez dit justement que c'est à l'occasion de ce ciné-club que vous avez commencé à comprendre la notion d'auteur pour les films. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que juste avant, en fait, puisqu'on fait cette archéologie, juste avant, enfin, des années avant, quand j'étais à l'école primaire, à Cavaillon, il y avait le mercredi après-midi, au cinéma La Cigale. J'y suis retournée depuis en étant invitée comme cinéaste. Donc c'était absolument génial. C'était très très chouette de prendre cette avenue au bout de laquelle il y avait mon collège. Et puis à gauche, il y avait le cinéma La Cigale, qui est toujours un cinéma. Et dans ce cinéma, donc, il y avait un ciné-club pour les enfants, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'y étais inscrite. Et donc tous les mercredis, j'allais à 4h voir un film que je ne choisissais pas. Et là, voilà, j'ai vu... En fait, je pense que là, j'ai vu des westerns. Là, j'ai vu John Ford. Là, j'ai vu Raoul Walsh. Là, c'était vraiment le Technicolor. Enfin, il y avait quelque chose là. Le souvenir que j'ai, c'est ça. C'est les westerns. Comment dire ça, la profonde satisfaction du cinéma américain de cette époque-là. C'est-à-dire un cinéma, par exemple, Les Raisins de la colère, je l'ai vu à ce moment-là. Un cinéma où, on pourrait dire, il y a quelque chose de très profond sur le bien, le mal, la morale du film, et puis une sorte d'éthique dans le style. C'est des films extraordinaires sur le plan de la construction, du rôle de chacun, de la limpidité du récit. L'homme qui tue à Liberty Valance, je me souviens, La rivière sans retour. Enfin, c'était génial, hein, cette époque-là. J'aimerais retrouver mon cerveau de cette époque. Et donc, à ce moment-là, je commence à comprendre qu'il y a des auteurs, et je le comprends vraiment en regardant les films à la télévision. Et surtout là, il se passe quelque chose pour moi d'extraordinaire, c'est la perception du temps, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai un souvenir vraiment très fort que je ressens là encore aujourd'hui en vous en parlant, qui est que j'entre dans la salle de cinéma et le temps s'abolit. C'est-à-dire, je suis dans le temps du film, complètement absorbée dans le film, avec un plaisir immense de tout oublier, en fait. Je pense que ce sont les moments de ma vie où j'ai été le plus absorbée dans un film, parce que j'y étais d'une façon primaire, on pourrait dire, enfantine, en fait. Vous voyez, j'étais complètement dédiée au film. Mais vous le conscientisez à ce moment-là, c'est ça ? Je commence, et puis après, je le comprends vraiment à la télévision avec le ciné-club. Et après, quand je viens à Paris, que je vais au cinéma, à ce moment-là, il y avait le cinéma était permanent, en fait. Ça existe moins, il me semble, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pouvait aller au cinéma à 14h et revoir le film jusqu'à 20h. Donc plusieurs fois. Et ça m'est arrivé énormément. De revoir les films, les films de Godard par exemple. De rester dans la salle, oui, de rester dans la salle, oui, enfin en boucle d'une heure et demie. Hein. Donc, mais oui, vous ça vous est jamais arrivé. Et ça, je l'ai beaucoup fait à l'époque et j'adorais ça, d'être complètement. Bergman aussi, Bergman, ça je me souviens très bien d'avoir revu beaucoup de films de Bergman plusieurs fois. Oui, je me souviens de Bergman et Godard, d'avoir et Pasolini. D'avoir été tellement imprimé et impressionné par un film que à ce moment-là, je voulais être cinéaste, en fait. Enfin,
oui, il me semblait que je pourrais peut-être un jour être cinéaste. Et j'étais tellement captivée par le film que je voulais comprendre comment ça marchait. Et je restais. Une des choses aussi que je faisais, c'était d'enregistrer les sons. D'enregistrer le son, ouais. C'est-à-dire que j'avais, à ce moment-là, c'était sur des cassettes. Donc j'avais un petit truc, un petit enregistreur à cassette, qui était dans la main. Et j'enregistrais le film. Par exemple, je me souviens que pendant très longtemps, j'ai écouté la bande-son de Une femme est une femme de Godard. Donc, je le connais par cœur. Mais c'était vraiment tout le film. Une femme ou vous êtes infâme? Oui, oui. Enfin, oui, tout le film. Je retournais la cassette. Et vous les réécoutiez beaucoup ensuite, ces cassettes? Oui, dans la voiture, dans la cuisine. J'adorais. Et j'avais d'ailleurs envoyé une proposition d'émission à France Culture. Ils m'ont pas répondu. Moi, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Je trouvais que c'était génial, en fait. C'était quoi cette émission? C'était juste le son? Non. Oui, c'est ça. Je leur avais dit, je ne sais plus le nom, ce que j'avais écrit. Mais je me suis dit, mais il faudrait faire une émission de radio avec le son d'un film, parce que le son d'un film, juste le son, c'est extraordinaire. Il y a le film, quoi. J'adorais en fait la musicalité des films. Alors, on va attaquer notre troisième grande partie qu'on appelle Mémoire et sommeil. Ah oui. Tout un programme. Et alors, la première question qu'on vous a posée, et finalement, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on est en train de dire là, c'est le souvenir enfantin d'un choc cinématographique. Et alors, j'imagine que c'est quand vous avez commencé à voir ces films en Algérie ou à la télé, voilà, mais vous nous avez tout de suite parlé des Ford et des Charlie Chaplin aussi. C'est vrai. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Là, en fait, quand vous me posez cette question, ce qui me vient à l'esprit, et justement, j'ai pas de titre en fait, c'est ces deux images en fait. J'avais oublié ce que je vous avais répondu, mais c'est ça en fait. C'est vraiment Charlie Chaplin. Peut-être que c'est attendez, les titres me fuient là, mais c'est la vendeuse aveugle. Les lumières de la ville. Voilà, les lumières de la ville. Ce qui me vient à l'esprit, c'est cette image là. Les lumières de la ville. Ça m'embête de le commenter, en fait, parce que, justement, je pense que j'ai aimé le cinéma comme ça, dans tous ces moments-là. C'est ce qui a fait, je pense sincèrement, que je désire être cinéaste, mais c'est quelque chose qui était avant les mots et la cinéphilie. Après, j'ai adoré lire les cahiers du cinéma, c'est-à-dire le plaisir de mettre des mots sur l'analyse d'un film. J'ai énormément aimé ça. J'ai beaucoup aimé les analyses qu'on avait quand j'étais à l'école de Jean Narboni, Jean-Louis Comolli et Jean Douché. Oui, c'est ça. Jean Douché, voilà. Pardon. Profondément. C'est-à-dire le plaisir d'écrire, de faire comme quelque chose d'homothétique, en fait, au film, à travers un texte. Ça, je trouve ça génial. Mais quand j'ai aimé le cinéma, c'était pas à ce moment-là. Enfin, aimer le cinéma pour vouloir devenir cinéaste, c'était avant, en fait. C'était vraiment... donc, quand je vois l'image de Charlie Chaplin dans Les Lumières de la ville, elle s'est inscrite en moi comme si elle n'avait pas d'auteur, en fait. C'était vraiment comme une espèce de choc, justement, d'enfance. Oui, primitive, voilà. Et de la même manière, je vois John Wayne dans je ne sais quel film, voilà, avec son grand corps là qui bouge comme ça. C'est un film en technicolor. Puis il y a du désir entre lui et une femme. Et c'est la nuit, il y a un feu de camp. Il y a un feu de camp, je ne sais pas. Et là, ils sont près d'une espèce d'écurie, quelque chose comme ça. Et moi, ça me fait un effet tel que j'ai toujours cette image en tête. Je ne sais pas dans quel film c'était. Ça, très très fort. À notre question quel film léguer aux générations futures, Dominique Cabrera nous répond « Il faut léguer tout le cinéma ». Il existe bien des manières de le faire et notre invitée nous fait le récit d'une transmission à travers le lien qu'elle a eu avec un cinéaste presque mentor, Vittorio De Sitta, et comment naturellement
elle s'est impliquée dans la récente ressortie en salle de l'un de ses films, Bandit à Orgo Solo. C'est très intéressant, la rencontre avec un film. Je ne sais pas où j'ai vu ce film. C'est-à-dire que quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 25-30 ans, j'ai vu ce film. Est-ce que je l'ai vu à la Cinémathèque ? Est-ce que je l'ai vu dans un festival ? Je ne me souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est que ce film m'avait durablement, profondément impressionné. C'est un cinéaste qui était encore moins connu à l'époque qu'il n'est aujourd'hui, mais il touchait juste, quoi. C'est un film extraordinaire. Et donc, j'ai écrit à Vittorio De Sitta. J'ai trouvé son adresse, en fait. J'ai écrit à Vittorio De Sitta. Je me souviens plus comment j'ai trouvé son adresse. J'ai écrit à Vittorio De Sitta et il m'a répondu. Et donc, en fait, en 95, fin 95, je suis allée le voir c'était en Calabre. Donc, il était retiré, en fait, à ce moment-là. Il devait avoir dans les 70 ans ou 75 ans. Et il était... en fait, il était revenu dans le domaine agricole de sa famille. Il venait d'une famille de propriétaires, aristocrates, et il se consacrait à la culture des oliviers, etc. Enfin, c'était un propriétaire terrien, quoi. Et il avait aussi le projet de faire un film sur les évangiles dans ses champs d'oliviers. Donc, on avait parlé de ça. Et évidemment, il m'a reçu pendant une semaine dans son domaine, quoi. C'était super bouleversant pour moi parce que je l'admirais énormément. Et bien sûr, quand on voit mes films, peut-être aujourd'hui, on comprend pourquoi, en fait. Et évidemment, je suis pas arrivée à faire quelque chose d'aussi merveilleux que Vittorio De Sitta, mais c'est le seul cinéaste que j'ai été voir à ce point. Et j'en ai rencontré d'autres, mais il y a aucun à qui j'ai écrit et chez qui j'ai passé une semaine. Et donc voilà, il m'a parlé de tous ses films, etc. Et c'était au moment où j'ai réalisé en 95 un film autobiographique, où je filmais ma vie. Filmé, oui. Voilà, mais j'avais arrêté en fait à la fin quand je suis allée le voir, ça devait être en décembre. Et mais j'avais quand même cette petite caméra qui marchait plus tellement, mais je l'ai quand même un peu filmé. Là, je vais chercher dans ces rushs ce que j'ai filmé, je me rappelle plus. Mais ce qui comptait pour moi plus, en fait, j'allais pas faire un reportage, quoi. Ce qui comptait, c'était voilà nos conversations, en fait. Et il m'a donné en fait à la fin de cette rencontre des cassettes en VHS de ces films courts-métrages, en fait, qui sont ressortis maintenant et qui n'existaient à ce moment-là que sous cette forme, en fait. Et justement, lui, je pense qu'à ce moment-là, quand il me donne ces cassettes VHS, il le fait pour que ça circule, en fait. C'est pas par moi qu'il a été, parce que bêtement, j'en ai parlé, mais je me suis pas occupée de faire circuler son œuvre. Mais lui était dans la transmission. Il était dans la transmission, ouais. C'est-à-dire en me recevant, une jeune cinéaste complètement inconnue à qui il parle de ses films pendant une semaine quand même. Et puis en me confiant ces cassettes VHS, ça c'était vraiment magnifique. Et j'aime toujours, et on les avait regardés ensemble. Et donc quand Banditi Orgo Solo est sorti en fait là le mois dernier, je ne sais qui a su que j'avais cette passion. J'ai dû écrire un texte un jour. Avait cette passion pour ce film et pour Vittorio De Sitta, et donc m'a demandé d'accompagner un peu le film. Ce que j'ai fait une sorte de clip, où j'étais enregistré, où j'ai commenté le film. Et puis j'ai été aussi faire une présentation aux spectateurs d'une séance, etc. Bon, là, en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que je ne pouvais pas faire plus. Mais j'ai beaucoup ressenti ça, en fait. C'est-à-dire, comment dire ça j'avais la sensation, je pense pas que Vittorio De Sitta ait besoin de moi, vous voyez. C'est un grand cinéaste. Je pense qu'il peut survivre sans moi et être transmis. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ce film est extraordinaire en lui-même.
En revanche, j'ai présenté le film. J'ai beaucoup présenté mes propres films. Mais là, j'ai présenté son film et j'avais vraiment la sensation comme si je tenais sa main, en fait. Vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que les films, justement, là, on parle de cinéphilie. Et en fait, les films qu'on fait, il me semble que c'est des échos des films qu'on a aimés. Et il y a, d'une façon que je peux pas forcément désigner, en fait, dans mes films et dans mon mouvement pour essayer de faire des films, de l'écho de tous les cinéastes dont on a parlé là, et de bien d'autres. Et de ces cinéastes dans leurs films, mais aussi en tant qu'ils ont été cinéastes, en tant que leur vie me touche. Par exemple, Vittorio, quand je vais le voir, il a un peu arrêté de faire des films, il veut en faire un autre. Il a eu une carrière avec des hauts et des bas, il a eu un grand succès au début, puis après, c'était beaucoup plus difficile. Et puis après, il a eu à nouveau un grand succès avec Journal d'un maître d'école, un film extraordinaire qu'il a fait pour la télévision. Donc, une vie de cinéaste, pour moi, c'est très émouvant, en fait, de penser à une vie de cinéaste. Et quand je présentais le film, là, Banditi Orgo Solo, j'essayais de transmettre aux spectateurs mon amour du film pour les aider peut-être à le voir, en fait, et à désigner ce qui pouvait les toucher dans le film, puisque moi, j'avais travaillé à y mettre des mots. Mais aussi, je pensais à la vie de Vittorio De Sitta comme cinéaste, en fait, et comment on se donnait la main, en fait, vous voyez. On pouvait se donner la main dans une espèce de chaîne comme ça, de solidarité, d'affection, en fait. C'est le mot que je cherchais depuis que vous parlez de ça. C'est vraiment une chaîne, en fait. Oui, c'est vrai. C'est une sorte d'enchaînement, en fait, peut-être. C'est comme des plans, hein. C'est un montage, peut-être. On pourrait dire ça, carrément. Un montage sur le temps long. Un montage, exactement. Un montage sur le temps long et puis un montage inconscient, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui est fort dans le cinéma, sans fin, quoi. C'est le fait que je crois que c'est Gilles Deleuze qui a dit ça, que les films, que le montage des films s'approche du montage de l'inconscient dans les rêves, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien comment dans les rêves, on va associer des images, des mots, des sons. Et quand les films sont vraiment beaux, en fait, ils ont quelque chose du montage inconscient qu'on fait dans les rêves. Pour finir, Dominique évoque un dernier film qui fait battre son cœur et condense plusieurs de ses obsessions. Le drame musical de Jacques Demy, Une chambre en ville. Beaucoup des films que j'ai cités là, c'est des films refuges. John Ford, film refuge. C'est pour ça qu'on a dit au début la liste des films qui font battre le cœur. Oui, parce que là, vraiment, on voit bien que mon cœur bat. Là, je vous parle et boum, j'ai envie de revoir tous ces films. Et oh là là, c'est bien d'avoir tous ces films et plein d'autres. Mais quand j'ai répondu là, à votre question, j'ai pensé à ce film. C'est un film que je connais par cœur aussi. Et vous connaissez les chansons par cœur? Presque. Enfin bon, faut peut-être pas me faire passer un examen. C'est pas le plus facile à chanter en plus. Ah moi, oui, je trouve. c'est vrai. Police, milice, flicaille, racaille. Mis à part, nous sommes ici pour défendre nos droits. Oui, ça c'est des chants de manifestation. Non, mais il y a de la musique derrière. Bien sûr, mais c'est le plus proche, je trouve, de ces chants qu'on peut chanter 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien lui qui revient. Le métallurgiste. Madame Sforza. Donc... 1, 2, 3, 4, 5. Oui, le pezzo. Oui, non, mais c'est dans le film. Oui. C'est la cartomancienne. La cartomancienne, voilà, c'est ça. Non, j'adore, en fait. J'adore la musique de ce film. Mais est-ce que cette idée de parler, chanter, ça rejoint peut-être au plus proche de ce que vous nous disiez au début, très juste. De cette parole et de ces voix qui sont musicales pour vous. Et là, Demy le concrétise vraiment, en fait. Mais il le cristallise même. C'est totalement juste, vous avez totalement raison. C'est exactement ça. Et je pense que la musique de... Alors, c'est pas Michel Legrand, c'est un autre Michel. C'est Colombier. Voilà. C'est-à-dire, on a une musique plus symphonique, en fait. C'est pour ça que je disais qu'elle est un peu plus difficile à chanter. Plus contemporaine, en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs la référence de Henze dans Muriel,
c'est pas du tout la même musique, mais il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de cérébral en fait. Et de contemporain. Oui, de contemporain. Bah oui, mais pourquoi c'est un des films donc que je connais par cœur, et ça veut dire le connaître par cœur, ça veut dire que quand je le revois, je reconnais les pièces de la maison. Donc, vous m'avez dit film refuge. Moi, j'ai jamais pensé à aucun film comme un film refuge, bien sûr. Hein. Mais film refuge, c'est vrai que quand je revois ce film, j'ai un profond sentiment de sécurité parce que d'abord, j'aime ce que ça raconte, en fait. Hein. C'est vrai que ce que ça raconte est rarement raconté au cinéma, qu'il y a une grève avec un syndicaliste qui a des peines de cœur. Et puis son amoureuse qui attend un bébé, et puis sa mère qui est couturière. Enfin, vous voyez, tout ce qui est raconté là, c'est à la fois du côté du mélodrame, mais aussi, d'un quotidien qui est rarement représenté au cinéma, et encore moins dans une comédie musicale. Et cette musique qui, moi, me touche profondément, je sais pas, ça me permet de le garder comme sous forme d'un poème, en fait. C'est à la fois un poème, une symphonie contemporaine et en même temps comme un reportage social, en fait, on pourrait dire. C'est génial. Est-ce que c'est aussi un refuge au sens de maison aussi pour vous? Parce que vous venez de parler justement des pièces. Oui, c'est vrai, les pièces de la maison, c'est vrai. Donc vous avez le souvenir du papier peint vert. Exactement, ce genre de... exactement. Et puis de Dominique Sanda. Dominique Sanda, nu sous son manteau en fourrure, enfin, la passion. Non, mais j'ai l'air d'être ironique en le disant, mais il y a dans ce film comme une forme de perfection pour moi. J'ai pas du tout l'impression que c'est un film difficile. Et puis, Michel Piccoli, dans son malheur de quelqu'un qui est complètement enfermé en lui-même, roux, comme ça, Et vert. Et vert. Il y a quelque chose qui crie dans les séquences avec Michel Piccoli. Pourquoi parler de maison? Parce que Le Passage Pommerais, il est déjà dans un autre film de Jacques Demy, qui est le premier film avec... c'est Lola. Lola, voilà. D'ailleurs, qui est aussi un film que je connais un peu par cœur, moins, mais quand même. Et en fait, quand je vois Une chambre en ville, je reconnais des thématiques, des acteurs que j'adore, qui me touchent véritablement, et aussi la géographie de Nantes, qui est dans Lola. Donc là, dans la cinéphilie, là, pour le coup, c'est extraordinaire de voir un cinéaste qui réinterprète les mêmes thèmes, enfin ces thèmes, mais d'une autre façon. Sachant qu'Une chambre en ville, c'est son tout dernier film. Ben oui, et là, il y a une espèce de ravissement, en fait. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'expliquer. Je sais pas comment on fait vos autres invités, mais essayez de mettre des mots sur le plaisir particulier, les plaisirs particuliers qu'on éprouve, enfin les plaisirs, même l'état particulier dans lequel vous met la vision d'un film et sa revision, puisque là il s'agit de films que vous avez appelés refuges, des films qu'on connaît par cœur, qu'on peut voir souvent, qu'on peut se projeter ou auquel on peut penser comme à quelque chose qui vous fait du bien, en fait, bien que ce soit une histoire triste, en fait, on pourrait dire. Il y a un autre film qui me fait penser, parce qu'il y a Daniel Darieux, il y a un autre film refuge pour moi, qui est le film de Paul Vecchiali, Corps à cœur. Magnifique. Ouais. Et qui est là aussi un film musical, puisque ça commence sur le Requiem de Fauré. Et c'est tout le film, en fait. Voilà, et tout le film joue avec le Requiem de Fauré. Donc, je veux tout savoir sur cette femme. C'est Nicolas Silbert qui se penche sur l'oreille je crois que c'est Béatrice Bruno, je ne sais plus. Son amie. Et voilà, et tout le film est complètement extraordinaire avec Hélène Surgère qui est pharmacienne et dont Nicolas Silbert tombe amoureux. Et c'est un enchantement, ce film. Et je sais pas pourquoi ces deux films, pour moi, peut-être à cause de la musique, grâce à la musique, sont en écho, en fait. Mais c'est comme s'il y avait une circulation. Je pense à Daniel Darieux, qui est l'actrice bien aimée de Paul Vecchiali, et qui est dans Une chambre en ville, et qui chante elle-même.
Il y a aussi des intérieurs qui sont très colorés, des maisons qui comptent, cette ruelle, la ruelle, ce garage, cette maison dans le Midi, exactement. Ces vêtements. La passion, passion amoureuse, Dominique Sanda, Hélène Surgère. Oui, c'est vrai. Le beau brun, en fait, qui est dans les deux. C'est vrai que là, peut-être il y a un montage inconscient. Et puis, l'idée des années 30 aussi, parce que elle chante une chanson, la mère de Nicolas Silberg, qui est géniale, qui chante une chanson sur le bleu des yeux. Et elle m'a dit... Oui, à la fin. Oui, à la fin, qui pour moi fait écho avec Une chambre en ville. Puis aussi le milieu social qui est filmé, en fait. C'est ça également. Je pense que la correspondance, pour moi, elle vient de là. Mais vous parliez de poser des mots sur un sentiment de plaisir que vous procurent ces films-là. Vous nous avez aussi répondu que la salle de cinéma était un refuge, et je pense que c'est ça, ce plaisir-là, c'est de s'asseoir, de perdre le temps, de perdre la notion du temps dont vous nous parliez, et juste d'oublier pour mieux incorporer les films qu'on va voir. C'est vrai. Et là, justement, le regret, si j'en ai un pour moi, c'est que quand j'étais enfant, adolescente, jeune adulte, ce plaisir-là, il était entier, très fort. Il est plus difficile à atteindre aujourd'hui pour moi. Plus difficile parce que comme beaucoup, je suis traversée par l'accélération de, cette économie de l'attention qui cherche à capter mon cerveau. Et c'est plus difficile, évidemment, que ça arrive. Je me souviens d'être toujours aujourd'hui capté par un film, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile de se donner, d'arracher, en fait, à ceux qui essayent de nous arracher des bribes de cerveau, d'arracher le temps pour soi. En fait, parce que c'est une plongée dans un ailleurs, en fait, voir un film. On est dans une plongée dans le film et puis dans ce que le film nous évoque d'une façon inconsciente, dans les associations d'images, d'idées, de bribes qui passent. C'est comme une méditation de voir un film. On voit le film et parallèlement, il y a des tas de choses qui se passent dans notre esprit, comme dans le sommeil, en fait. Et ça, c'est extraordinairement créatif et précieux. Et c'est vrai qu'arriver à préserver ce moment-là, on le préserve davantage dans la salle de cinéma. Bien sûr, comme tout le monde, je regarde des films, comme beaucoup, je regarde des films sur mon ordinateur, etc. Mais c'est plus difficile d'être dans une attention entière au film, dans cette situation-là, que dans la salle de cinéma où on est protégé par le noir, par le fait d'être coupé du monde, d'avoir éteint son téléphone, et puis l'attention des autres aussi qui nous porte, comme dans un rêve éveillé commun. C'est une sorte de lâcher-prise, finalement. Oui, tout à fait. Mais un lâcher-prise en présence d'une œuvre, en présence de la proposition de quelqu'un qui n'était pas seul. C'est-à-dire, c'est quand même je sais pas comment dire, c'est comme un film, c'est comme une sorte c'est comme un souterrain qui s'ouvre avec des tas de couloirs et des tas de gens. C'est rare qu'il n'y ait pas des personnes, dans un film, des êtres, du temps, de l'espace-temps, de personnes qui sont là et qui viennent avec toute leur présence, leur inconscient, leur époque, avec et sans mots, vous entrez dedans, et déposez quelque chose en vous, dans cette espèce de symphonie qu'est un film. Donc cette espèce de communication avec un inconscient multiple, en fait, et une volonté aussi, un acte de création, elle est absolument unique, et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose quand je regarde un film, même si j'aime le faire, ça rayonne davantage au cinéma. Merci beaucoup, Dominique, pour ce superbe entretien. Merci à vous de m'avoir extirpé quelques mots de mon cerveau fatigué. Nous remercions comme toujours Élodie Imbeau pour son soutien et Gabriel Régnier pour sa musique. Nous espérons que l'écoute vous a plu et on vous dit à la prochaine.